je reçois nos étoiles nordistes et picardes lors d'un moment convivial. Ces étoiles, ce sont ces personnes, ces influenceurs du positif qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur à leur échelle. Aujourd'hui, je rencontre Louis Dransart, un papa combatif, d'une résilience infinie et doté d'une énergie hors du commun. Avec sa compagne Élodie, ils ont fait de leur destin difficile une opportunité en créant les bobos à la ferme. Ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils auraient aimé trouver autour d'eux, ils l'ont créé pour faciliter le quotidien des parents aidants. Bonjour Louis, Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui parce que tu es une étoile et donc je te reçois pour pouvoir en parler. Est-ce que tu peux me partager ce qui t'a donné envie d'agir au quotidien ? Alors, ce qui m'a donné envie d'agir au quotidien, c'est au départ la naissance de ma fille, qui est née en 2015. Et Andrea, c'est ça ? Andrea, ouais, c'est ça. Andrea, qui est ma première fille, qui est née à Paris et qui a eu des problèmes de santé assez rapidement après sa naissance. Et on a détecté en fait une maladie neurodégénérative quand elle avait 6 mois. Et finalement, après ces 6 premiers mois de vie, on est rentré dans le monde du handicap, de la maladie et du service neuropédiatrique de Robert Debré avec sa maman. Donc on a très vite accompagné notre fille pendant tous les séjours hospitaliers qu'elle a pu subir. Et on est rentré dans l'errance de diagnostic, de savoir ce qu'elle avait exactement, de savoir qu'est-ce qu'allait être le futur. Et on a très vite compris que son handicap allait être extrêmement lourd. Donc elle est handicapée à plus de 80%. C'est une petite fille qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui ne mange pas par la bouche. Et qui ne parlera jamais. Qui ne parlera jamais. En fait, elle est dans des soins de confort, dans des soins palliatifs. Donc elle n'est pas là pour guérir. Elle est là pour être accompagnée le temps de sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas en tout cas, elle a un diagnostic vital qui est engagé, c'est-à-dire qu'elle pourrait décéder demain, dans 15 jours, dans 1 an, dans 6 mois. Aujourd'hui, elle a 6 ans, ce qui est inespéré. C'est vrai qu'au départ, on nous avait dit que ça allait être assez court finalement. Et effectivement, c'est ce qui nous a aussi motivés à agir assez rapidement pour elle, pour nous, pour notre famille. Et aussi pour les parents aidants, une notion qu'on a connue un peu plus tard, après l'hôpital, après les premiers séjours à l'hôpital. Et c'est ce qui nous a donné envie de construire notre projet qui s'appelle donc Les Bobos à la ferme. C'était une nécessité au départ d'accompagner notre fille le plus longtemps possible dans un cadre le plus adapté, le plus serein possible. On était à Paris, enfin moi au départ je suis originaire du Pas-de-Calais, mais avec ma femme donc on était à Paris, on avait une belle carrière. Vous faisiez quoi à Paris ? Moi j'étais directeur d'établissements sociaux, donc j'étais déjà j'étais pas dans le handicap, mais j'étais dans le médico-social. Et on avait 35 ans, donc c'est le moment où finalement on commence à avoir des postes intéressants. C'est l'ouverture de tous les possibles à 35 ans. C'est ça, 35 ans c'est encore. Alors voilà, l'ouverture de tous les possibles a été assez restreinte pour nous parce que finalement tout ce qui constituait notre vie à Paris, tout ce qui constituait notre vie professionnelle s'est complètement éteint avec l'arrivée de la maladie. Et la perspective, c'était de se dire, à Paris, on n'avait plus de travail parce qu'on a dû quitter notre travail tous les deux. Il fallait absolument trouver une alternative. Et trouver une alternative qui nous permette toujours de continuer à travailler, toujours de continuer à avoir une activité, tout en restant le plus proche possible de notre fille. Et c'est pour ça qu'on est parti dans le Pas-de-Calais, parce que moi, je connaissais le Pas-de-Calais. Et on a acheté une ferme pour y faire des gîtes touristiques au départ. Et donc on est parti au mois de juillet ou août 2016, après 6 mois d'hospitalisation et vraiment 6 mois très compliqués. On n'avait pas encore de perspective sur ce qu'on allait faire de notre vie et de la problématique qui était celle de la maladie et celle d'Andrea. Et donc on a acheté cette ferme en se disant on va faire des gîtes, on va rester près de notre fille pendant le temps qu'elle est en vie et puis on va essayer de trouver ce projet, de trouver une autre carrière professionnelle. Et finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que nous, on était parents d'un enfant différent et on était qualifiés d'aidants. Et c'est le jour de la journée mondiale ou journée nationale des aidants, c'est au mois d'octobre, qu'on s'est rendu compte qu'effectivement on était parents aidants et qu'on avait un droit au répit. Parce que en tout cas depuis la naissance de notre fille, on s'est occupé forcément comme tout parent de manière intensive de la petite. Mais c'est vrai qu'avec la maladie, on est rentré dans une parentalité différente. C'est-à-dire que
Il faut s'imaginer que comme ma fille ne se nourrissait pas par la bouche, elle avait une sonde nasogastrique. Okay. Et qu'effectivement, on devait lui mettre sa sonde nasogastrique, lui mettre à manger par cette sonde nasogastrique avec une pompe. On devait lui mettre des médicaments de 8 heures jusqu'à 23 heures. Et qu'effectivement… Oui, ce n'est pas une parentalité qu'on s'imagine quand on va avoir un enfant. Non, ce n'est pas vraiment ce qu'on pense pouvoir ou devoir faire quand on devient papa ou quand on devient maman, mais ça devient une nécessité parce que voilà, quand vous sortez de l'hôpital, on vous donne votre kit handicap, le kit avec les seringues, avec la pompe, avec les sondes, avec tout le nécessaire de prise en compte d'une enfant en situation de polyhandicap et on vous dit débrouillez-vous. Donc quand vous avez finalement, vous rentrez dans votre appartement après 6 mois… Vous n'avez pas de préparation. Alors vous avez, si on vous apprend finalement à faire les gestes médicaux à l'hôpital, parce que mettre une sonde nasogastrique c'est pas simple, mettre en route une pompe de nutrition c'est pas compliqué mais il faut l'avoir vu. Et puis après, mettre des médicaments sans se tromper, les bonnes doses, 4, 5, 6 fois par jour. Voilà, ça a été un marathon de l'horreur entre janvier et 3 ans plus tard d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la maladie, si elle n'est pas stabilisée, en tout cas, elle est un peu plus facile à gérer, disons. Mais voilà, pendant tout ce temps-là, on était en immersion dans le handicap, dans la maladie. Et on s'est rendu compte que cette immersion, elle allait durer, qu'on allait devoir faire ça, être aidant pendant très longtemps. En tout cas, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, le temps qu'en tout cas Andrea vive. Et c'est vrai qu'on a dû finalement quitter tout ce qui faisait notre identité. Et on a dû se consacrer uniquement à aider notre fille. Et on considérait, en tout cas, moi je considère ça comme quelque chose de relativement injuste. Et qu'il était nécessaire pour des gens comme nous, pour des parents aidants, de leur donner finalement une parenthèse, de leur donner une fenêtre. Parce que tout le long de l'année, quand vous vous occupez d'un enfant en situation de handicap, alors les gens peuvent penser que vous êtes à la maison, tranquille, en train de regarder la télé avec votre enfant qui ne va pas très bien, mais ce n'est pas véritablement comme ça que ça se passe. C'est une charge mentale importante, c'est une charge physique qui est très, très lourde, c'est-à-dire que ma fille, elle dormait très peu, elle hurlait toute la journée. C'était très compliqué pour nous en tant que parents, pour elle en tant qu'enfant en situation de maladie. Et effectivement, il nous paraissait très important dans cette ferme qu'on avait achetée, dans ce projet touristique, de pouvoir apporter du répit à des aidants, à des parents aidants comme nous, et leur donner la possibilité de souffler un peu. Donc on s'est orienté sur ce projet qui était au départ très touristique, vers un tourisme plutôt adapté, vers un tourisme du répit, vers un tourisme orienté vers les parents aidants. Oui, parce que le terme parent aidant, je trouve, est très, très évocateur de vous êtes au service de votre enfant et finalement vous avez créé ce projet avant tout pour vous, créer une parenthèse dont vous aviez besoin visiblement par rapport à ça. En fait ce projet je pense aussi il est né d'une certaine révolte qu'on a eue face à une situation. C'est-à-dire que quand on vous dit Louis, Élodie, votre vie d'avant elle est terminée, votre carrière elle est finie, vous ne passerez du temps qu'avec votre fille dans votre chambre, dans votre appartement, dans votre maison à s'occuper d'elle tout le temps. Vous n'aurez plus de projet, vous n'irez plus au restaurant. Le cinéma, c'est fini. Les voyages, tant pis pour vous. Vous vous dites, là, j'ai envie, à un moment donné, d'aller un peu plus loin que ce garage social qu'on nous montre du doigt, en fait. Donc on s'est dit, il nous fallait absolument, pour notre santé physique et notre santé mentale, un projet qui puisse avoir du sens. Et c'est vrai que ce projet, aujourd'hui, qui est tourné vers les parents aidants et vers les aidants de manière générale, et les personnes en situation de handicap, elle nous donne, elle nous motive, elle nous donne du sens au quotidien. Et pour nous, effectivement, ça a été un projet qui nous est un peu catharsis, en tout cas, qui nous a permis d'aller un peu plus loin. Et en fait, de tout le malheur, de toute l'horreur qu'on a pu subir, comme tous les autres parents aidants qu'on peut croiser, on a essayé en tout cas de le transformer en quelque chose de positif et quelque chose qui apporte un peu à d'autres. Et qui permettra peut-être aussi d'avoir voilà, pour l'opinion de manière générale, une vision de ce qu'est la parentalité différente, de ce qu'il faudrait apporter aux parents aidants. Et finalement… oui, ça permet aussi de le savoir et puis de donner envie de vous aider aussi, en quelque sorte. Ouais, je pense que ça donne envie de nous aider, mais surtout, je pense que ça pose aussi des questions sur, je pense, une parentalité qu'on a pu concevoir comme infinie. C'est-à-dire que nous, on rencontre des aidants qui sont aidants depuis très longtemps et qui considéraient qu'il était tout à fait naturel d'aider son enfant dans le handicap, qu'il était tout à fait naturel de changer le bouton de gastrostomie de son enfant, qu'il était tout à fait naturel de mettre des neuroleptiques 4 fois par jour à son enfant.
Et nous, c'est vrai que notre génération, en tout cas, on considère que ce n'est pas totalement une parentalité normale, que c'est une parentalité hors norme, un peu extraordinaire. Et que cette parentalité extraordinaire, elle doit être connue, reconnue par l'opinion publique, mais par les décideurs, par les entreprises, par tout service qui peut un jour rencontrer des parents aidants et qui peut avoir une influence sur sa vie. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui aujourd'hui enfin, qui est un peu le moteur aussi de notre action aujourd'hui. Très bien. Et donc concrètement, les bobos à la ferme, donc c'est un lieu, une chambre d'hôte où des personnes, des parents aidants peuvent venir. Oui. Il y a des personnes qui vont pouvoir justement les aider pour qu'eux puissent avoir une parenthèse et peut-être aussi se ressouder entre eux. Alors les bobos à la ferme aujourd'hui, on a 3 gîtes qui sont adaptés PMR et qui sont ouverts à tous. Donc en fait c'est un lieu inclusif où vous pouvez y aller. Si vous avez des enfants normaux, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Mais si vous avez des enfants un peu plus extraordinaires, vous pouvez également venir nous voir. Et ça propose finalement à ces parents qui aident un enfant un peu extraordinaire à venir chez nous dans un cadre le plus bienveillant possible, où il va y avoir tout un tas de services qui leur sont proposés pour faire en sorte que ce qui peut être une difficulté quand vous êtes parent aidant, de prendre votre enfant et de l'amener dans un lieu touristique finalement, ce soit quelque chose de plus facile, de quasiment agréable. Voilà, parce que moi, ma fille, si je devais partir dans un lieu pour faire du tourisme, il me faudrait un van de 8 mètres cubes pour mettre son verticalisateur, pour mettre son fauteuil roulant, pour mettre sa coque, pour mettre tout son nécessaire. C'est une logistique incroyable dont on n'a pas idée. Donc nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que toute cette logistique, que toute cette préparation, c'est l'association, le laboratoire de répit qui porte tout ça et qui permet finalement aux parents de venir le plus tranquillement et le plus, j'allais dire, simplement possible, sans prendre toute l'armada nécessaire à la prise en compte de leur enfant. Avoir un peu de légèreté pendant le temps d'un moment. C'est ça, une petite parenthèse de légèreté si possible. Donc, tu m'as ramené un livre, Guillotine sèche, de René Belbenoît, qui est un peu l'illustration finalement de ce que tu vis, j'imagine. Alors c'est vrai que la guillotine sèche, c'est peut-être un petit peu osé, mais déjà c'est un souvenir parce que moi j'ai appris ce que c'était le bagne et finalement tous ces individus qu'on a relégués loin de la métropole quand j'étais en Guyane, parce qu'on a travaillé en Guyane avec ma femme. C'est l'histoire de quelqu'un qui va au bagne à Cayenne et qui fait tout pour s'évader, pour justement attraper la belle, ou en tout cas se faire la belle, et pouvoir en fait sortir d'un contexte horrible, d'un contexte qui n'est entouré que de difficultés, de morts, de malheurs, et qui essaye par tous les moyens de pouvoir trouver l'énergie de fuir et de finalement retrouver une certaine liberté et de retrouver finalement un peu de ce qu'il était avant son arrivée en bagne. Et c'est vrai que notre histoire, alors, tu t'identifies un peu à René ? Non, je ne vais pas m'identifier complètement à René, mais disons qu'il y a certains points communs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous arrivez dans une situation extrême, et il y a beaucoup de situations extrêmes, que ce soit là, le bagne avec René Belbenoît, mais d'autres situations, moi, ce qui m'impressionne, c'est la capacité des êtres humains à trouver l'énergie pour pouvoir sortir de ça, et sortir peut-être plus grand, ou en tout cas de sortir digne de cette situation, et de pouvoir finalement consacrer toute l'énergie qui leur reste à cette petite lueur de dignité qui est tout au fond du couloir et qui est tout à fait saisissable. Et c'est vrai que pour ce qui est du projet des bobos à la ferme, moi quand j'étais à l'hôpital avec la petite, quand on m'annonçait régulièrement finalement les diagnostics qui étaient de plus en plus mauvais, je m'étais dit que plus jamais finalement ma vie d'avant ne reviendrait. Il fallait que je fasse le deuil de tout. Et que ça allait être très compliqué de retrouver un semblant de normalité. Et c'est vrai qu'à force avec le temps, parce qu'il y a aussi du recul et le temps joue aussi, mais on a réussi finalement à trouver l'énergie, comme peut-être Belbenoît, de ce marasme, de trouver l'énergie de fuir. Et c'est pas négatif quand je dis fuir, c'est effectivement d'aller vers autre chose, en gardant un pied dans la difficulté, parce qu'on y est tous les jours. Moi, tous les jours, je m'occupe de ma fille. Mais en même temps, on a réussi à mettre un pied ailleurs et à transformer finalement aussi cette chose qui est horrible et que je ne souhaite à personne en quelque chose d'à peu près supportable. Merci beaucoup. Je te propose, c'est qu'on puisse partager, et puis j'ai envie de découvrir qui est Louis, d'où vient cette énergie, parce qu'il faut en avoir
un certain paquet pour avoir quand même créé ce projet autour d'une bonne pâtisserie Avec qui, plaisir. je pense, que tu adores. Avec plaisir, merci. Bon, et ben on va parler de toi. Ah, super, c'est pas très intéressant, mais allons-y. Mais non, mais tu me dis, vous avez accompli des choses impossibles. Moi, pour le coup, j'ai un peu compliqué les choses d'impossible. Trouver une tarte papin Ça, c'est pas à mal. Lille. Ça, c'est pas... Ah, moi, je pensais que c'était relativement répandu dans les Hauts-de-France. Je savais pas qu'à Lille, c'était pas possible. En tout cas, chez Il y nous. a une boulangerie c'est dingue. authentique. Et sinon, moi, je connaissais chez Mémère Harley. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est elle qui l'a Ouais, c'est ce que j'ai pu inventé, comprendre. hein. Bah, c'était pas très loin de là où j'ai habité pendant mes 15 ou 20 premières années, parce que à tu Ucquelier. viens du Boulonnais. Alors moi, ouais, alors c'est le Montreuilois, mais c'est à côté du Boulonnais. Moi, je suis né à Boulogne-sur-Mer, donc je peux me considérer comme un peu boulonnais. Et j'ai habité une grande partie de ma jeunesse, même si je suis encore un peu jeune, mais c'est plus forcément le cas, à Ucquelier, donc un tout petit village, tout près de Montreuil-sur-Mer, très rural, où voilà, j'ai découvert un peu finalement la vie en milieu rural. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent découvrir la ruralité. Bon, pour le coup, moi, j'avais fait déjà un peu le tour avant de partir en ville. Mais c'est vrai que c'est des villages. Moi, c'est un village qui. C'est toujours pareil quand vous appartenez à un village, c'est le village qui vous appartient finalement à un moment donné. Et j'en suis très fier, même si au départ, ça n'a pas toujours été évident d'être fier d'être originaire d'Ucquelier, un petit village du Pas-de-Calais. Tu as fait quand même les extrêmes, hein. Ucquelier, Paris, j'ai envie de dire. Ouais, Ucquelier, Paris, mais c'est assez intéressant parce que. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est la vision finalement des gens de la ruralité vis-à-vis de la ville et inversement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie incompréhension entre les ruraux vis-à-vis des urbains et des urbains vis-à-vis des ruraux. Et moi qui ai côtoyé finalement un peu les deux milieux, j'ai aussi eu du mal à m'adapter au côté urbain et j'ai aussi compris une certaine condescendance vis-à-vis des gens qui venaient de la ruralité, qui est peut-être justifiée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes référentiels et on a du mal à se trouver. Il faut essayer de se comprendre. C'est ça, tout à fait. On va manger ça. Avec plaisir. Et pourquoi c'est ta tarte préférée finalement? Parce que c'est la tarte de mon enfance. Alors, qu'est-ce que parce ça que je t'évoque? mangeais ça très régulièrement. On avait une boulangerie à Ucquelier et elle faisait des tartes comme ça. Donc moi, c'est quasiment les premiers desserts que j'ai dû manger. Et j'en ai mangé beaucoup. Au moins une fois par semaine. C'est ma mère qui ramenait la tarte d'ailleurs. Souvent avec des pruneaux, même si j'aimais sans pruneaux. C'est un autre défi d'ailleurs. Et effectivement, sur les tartes qu'on avait nous, il y avait des petites bandes de pâte qui s'étaient sur la tarte. Et moi, j'adorais les manger avant d'arriver à la maison. Et quand j'en ai de nouveau, en tout cas à table, je m'amuse à refaire ce que je faisais quand j'avais 5 à 10 ans, quoi. Et donc du coup, t'es né là-bas, t'es parti à quel âge? Je suis parti en pension à, je sais pas, j'avais 13 ou 14 ans. Et après, je suis arrivé à Lille. À Lille, je suis resté quelques années. J'ai été à Rennes pendant quelques années. Après, j'étais un peu en Angleterre et j'ai fini à Aix-en-Provence pendant un an. Et ensuite, je suis monté à Paris pour travailler. Parce que tu avais rencontré Élodie? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, à Aix-en-Provence, j'avais pas rencontré Élodie, j'avais rencontré le soleil, c'était pas mal aussi. Et non, en arrivant à Paris, j'ai travaillé pour Amnesty International, parce que j'étais juriste au départ, et je travaillais pour le droit des réfugiés, le droit des migrants, même si c'est un sujet un peu polémique en ce moment. Mais j'ai travaillé dans cette thématique pendant pas mal d'années sur Paris. Et finalement, j'ai rencontré Élodie quelques années après les débuts de ma vie parisienne. Elle est parisienne. Elle est parisienne, elle est du 91, donc elle n'est pas de souche de Paris, mais elle est aux alentours. Donc tu as réussi à faire venir une parisienne dans ton village d'enfance. C'était pas gagné. Mais ça, c'est grâce à ma fille en même temps. Encore oui. une belle chose qu'elle a pu t'apporter, ta fille. Après, au départ, ce n'était pas l'objectif d'une vie de revenir dans le Pas-de-Calais, même si dans ma coin de ma tête, c'était une possibilité, parce que moi j'aime beaucoup le Pas-de-Calais et j'ai toujours voulu travailler, apporter quelque chose à mon département et à ma région, parce que c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de gens en France qui dénigraient le Pas-de-Calais. Alors il pleut, les gens ils sont comme ça, puis les gens ils boivent, etc. Et ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça aussi. C'est l'image qu'on en a. Ouais, c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que moi je trouvais intéressant l'idée de se dire de faire des expériences ailleurs, de revenir dans le Pas-de-Calais et puis d'y consacrer un peu l'expérience qu'on avait acquise ailleurs pour essayer de donner une image plus positive du Pas-de-Calais.
Et tu m'as ramené quelques photos. Là, on voit Élodie avec... Alors, cette photo-là, c'est pareil, c'est du 2021. Alors, c'est Élodie et Maggie du Book Café. Alors, en fait, c'est une photo pour montrer qu'Élodie a un très beau sourire, mais au-delà de ça, c'est vraiment pour montrer qu'il y a des énergies autour de ce projet des Bobos à la ferme qui sont exceptionnelles, dont fait partie Maggie. Maggie du Book Café, on l'a croisée il y a 3-4 ans, justement avec, dans le cadre du budget citoyen du conseil départemental au niveau du Pas-de-Calais. Et c'est quelqu'un avec qui ça a matché tout de suite. Parce que Maggie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui donne énormément d'amour. Et cette personne, je la croise très peu souvent. C'est quelqu'un que on se communique par mail, par message, on la voit physiquement très peu souvent parce qu'on a du mal finalement nous à bouger. Et c'est quelqu'un qui a un book café, donc c'est un café, comme elle dit, qui fait du littéraire et qui fait du bistrot sur Bruay-la-Bussière, une ville qui est pas forcément facile. Et qui a réussi, en tout cas, qui a réussi à créer des événements pour nous permettre de financer notre association cette année. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a un bistrot associatif, qui a peu de moyens. Hein. Avec le Covid, c'était encore pire. Et il y a quand même, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils sont encore capables, des gens comme Maggie, de trouver du temps, de la motivation, donner aux autres. Pour trouver de l'argent et pour nous les donner. Et des sommes qui sont quand même assez conséquentes. C'est-à-dire que nous, on a quand même croisé plein de gens très sympas qui avaient plein d'argent dans des comités, des machins, qui ne voulaient pas nous financer parce que pour des trucs, des machins, c'était très compliqué. Elle ne se pose pas la question, elle crée un événement, elle trouve des partenaires, elle nous trouve 1 500 €, elle nous fait le chèque, elle nous le donne, c'est fini. De quoi es-tu le plus fier? Et donc, est-ce que ce dont tu es le plus fier, c'est de permettre justement cette légèreté aux personnes et aux familles aidantes? Alors, évidemment, quand je vois des parents aidants ou des personnes en situation de handicap qui écrivent dans notre livre d'or qu'ils étaient contents, que c'était adapté, qu'ils ont passé un bon moment, c'est la plus grande fierté qu'on puisse avoir quand on a un projet comme les Bobos à la ferme. Parce qu'au moins, on se dit qu'on ne s'est pas gouré, qu'on n'a pas passé tout ce temps et toute cette énergie à des choses qui ne marchent pas, qu'on a réussi avec des bouts de ficelle à faire quelque chose qui a un impact direct et positif pour beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Après, c'est vrai que ce projet, c'est aussi... ma fierté, c'est d'avoir été au bout. Et je pense que c'est notre fierté à nous. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens qu'on allait le faire. Les gens nous ont dit, ils sont un petit peu marteaux, ceux-là, parce que ils sont un peu désespérés avec leur enfant handicapé. Ils ont une ferme, ça ne va pas forcément le faire. Et finalement, on a réussi à aller jusqu'au bout de ce qu'on avait dit. C'est-à-dire notre programme de 2016, on est en train de le réaliser 5 ans plus tard. Et je trouve que ça, c'est une bonne fierté. Et c'est une fierté aussi pour ma fille. C'est-à-dire que tout ça, c'est elle qui l'a créé. C'est son héritage à la nation, si on peut parler comme ça. Mais voilà, les enfants polyhandicapés, ce n'est pas que des enfants qui sont dans leur fauteuil à regarder de manière un peu vide les choses. Non, c'est des gens qui agissent. Alors peut-être par notre intermédiaire, mais ce qu'a créé Andrea, il y a peu d'enfants qui ont pu le créer à son âge. Et ça, j'en suis extrêmement fier. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Et merci beaucoup pour toute cette énergie que tu as pu me partager et que j'ai pu vraiment sentir à travers toi. Merci beaucoup. J'ai été très touchée par le destin de Louis, Élodie et Andrea. Cela nous fait réfléchir sur l'essentiel dans la vie. Toute cette énergie, ils la transmettent, alors parlons des Bobos à la ferme autour de nous pour leur permettre d'avoir le sourire au quotidien.